Tout passe, tout s'élève, tout s'avilit, tout se détruit, tout devient chaos. Tel est l'effet du temps qui, dans les mémoires, semble emporter tout sur son passage. Ce qui passe, c'est la vérité qui devrait être immuable. Ce qui s'élève, c'est ce qui, à force d'usurpation, vient briser la hiérarchie sociale et avilir et détruire ce qui était alors distingué, pour ne plus créer qu'une société où régnerait désordre et confusion. Persuadée que son époque, qui allait accoucher de la modernité, était celle de la destruction progressive du monde ancien, le monde d'hier, celui de Louis XIII et de son père dont on a parlé ce matin, Saint-Simon dépeint dans ses mémoires le siècle de Louis XIV, ce roi, dit-il, qui fut toujours sensible à abaisser les hauteurs et à élever les vallées, comme une catastrophe et une débâcle, comme une lente plongée dans le chaos, à contrario de Voltaire qui y vit l'avènement de la grandeur et des lumières. Saint-Simon oppose à un présent déceptif qui s'accompagne de la déploration inlassable du changement, le temps mythique de la pureté passée qui charrie avec lui son lot de fictions historiques. Les mémoires seraient alors une micro-histoire du désastre, pour reprendre l'expression de Marc Hersan, histoire qui relèverait dans les signes les plus insignifiants pour nous les traces de changements structurels plus larges, perçus par le mémorialiste non comme des signes de progrès, mais bien de décadence. Saint-Simon nous raconte par exemple que l'électeur de Bavière est parvenu à force d'entreprise et de prétention à se faire appeler l'électeur tout court au lieu de monsieur l'électeur. Voici ce que dit Saint-Simon. Cette gangrène passa aisément aux Français, se communiqua à la cour et changea l'usage ancien. Monsieur l'électeur fut une façon de parler vieillie et abolie, et sans aucune réflexion, l'électeur tout court s'introduisit. Ainsi tout passe, tout s'élève, tout s'avilit, tout se détruit, tout devient chaos. C'est donc en guise de conclusion à ce récit d'abus que Saint-Simon dresse ce constat sentencieux et pessimiste qui nous paraît disproportionné. La nouveauté, le changement de nom, petit rien, bagatelle en apparence insignifiante, révèle au contraire à ses yeux comment le changement s'insinue tel une maladie et finit par contaminer d'une manière irrévocable les usages immémoriaux pour finir par s'imposer et usurper. On le voit dans ce court extrait des Mémoires, la vision du temps saint-simonien est nourrie par un imaginaire de la dégradation et de la corruption qui est articulé à un culte du passé et des usages anciens. Et c'est sur ces deux points que je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Cependant, et c'est tout le sens de mon point d'interrogation, si les mémoires semblent nous confronter à une temporalité bloquée par la contemplation fantasmée du temps des origines, le refus du devenir historique et du temps qui, par son mouvement toujours en tâche, s'avère en réalité être en tension au sein même des mémoires avec une autre représentation de la temporalité, plus politique et tournée vers l'avenir. Alors que le temps chez Saint-Simon soit associé à l'idée de décadence et de perte, ceci est assez évident à tout lecteur des mémoires. François Raviez a d'ailleurs consacré dans son livre sur l'écriture du mal un chapitre à ce sujet intitulé « Décadence ou l'histoire catastrophe ». Le temps est ainsi un pourrissoir dans lequel se corrompt la vérité des origines. Le pourrissoir, c'est cette antichambre de l'Escurial décrite par Saint-Simon lors de son ambassade d'Espagne, dans laquelle les corps se décomposent et dont Marc Hersan applique l'idée aux mémoires pour décrire les effets corrupteurs du temps. L'histoire est ainsi pour Saint-Simon placée sous le signe d'une temporalité négative qui situe la pureté dans un passé très ancien, un état premier, édénique, qui condamne l'histoire à n'être, pour reprendre les termes de Yankelevitch, qu'un processus au cours duquel l'impureté s'épaissit peu à peu. C'est ainsi donc tout un imaginaire du pourrissoir et de la maladie qui vient dire la corruption du temps dans la corruption même de ce qui assurait la permanence d'une certaine vérité du monde, permanence de ses institutions politiques ou religieuses et de ses structures sociales. Dans l'épisode cité précédemment, l'image de la gangrène exprimait cette idée d'un mal qui s'insinue de manière pernicieuse pour venir corrompre les usages et le corps social. Dans le projet de rétablissement du royaume de France, qui date de 1712, Saint-Simon affirmait déjà qu'en raison de la confusion prodigieuse qui touchait les trois ordres du royaume, il n'y aurait resté à ce royaume plus aucune partie saine.
Ce corps malade vient, dit-il, notamment de cette lèpre d'usurpation qu'il faut guérir. Ce sont les mots de Saint-Simon. La chute des prérogatives de la noblesse s'accompagne, entre autres, on le sait, de la montée des enfants légitimés, vue, dit-il, comme la plus grande plaie que la pairie put recevoir et qui en devint la lèpre et le chancre. Ce que Saint-Simon traduit en termes de maladie, de corruption et de dégradation, ce sont fondamentalement toutes les nouveautés, tous les changements qui ne sont jamais compris en termes de progrès ou d'évolution, mais bien comme une perte. On en a parlé ce matin, au point que les mémoires dépeignent la marche de l'histoire comme un mouvement de chute sans fin. 2 exemples célèbres pourront montrer comment le temps est aux yeux du mémorialiste facteur de décadence. À l'occasion de l'édit de 1714 qui fait des bâtards des princes du sang, apte à succéder à la couronne, Saint-Simon procède à une longue pause récapitulative qui, s'échelonnant de 1673 à 1714, démontre la marche infernale de l'histoire à travers les 57 degrés, les fameux 57 degrés d'élévation des bâtards royaux par lesquels l'illégitimité s'est retrouvée au bord du trône. Ainsi, le temps, pendant ces 41 années de règne, n'a été vecteur que de dépérissement. On pourrait faire le même constat à propos de l'affaire du bonnet, qui est l'occasion d'une très longue digression sur le Parlement qui remonte à Clovis et même à Pharamond et qui retrace depuis l'origine les nombreuses usurpations du Parlement et les différents degrés par lesquels il s'est élevé au point de prétendre, c'est le mot de Saint-Simon, être le premier corps de l'État entre le roi et le peuple, le texte donnant l'impression d'une accélération du temps contemporaine du règne de Louis XIV. En faisant de l'histoire donc le récit comptable des changements survenus, qui permet de mesurer en fait l'écart avec le passé, Saint-Simon fait du temps un motif de renversement et du processus historique une lente destruction de la permanence. Et s'il faut chercher un coupable, on peut par exemple le trouver en Mazarin, grand bouc émissaire historique qui est perçu comme l'origine ou l'une des origines de ce moment où le temps, perçu jusque-là comme étant relativement uniforme et stable, se brise sous les assauts de la nouveauté. C'est Mazarin, nous dit Saint-Simon, c'est à Mazarin que les dignités et la noblesse du royaume doivent les prostitutions, le mélange, la confusion sous lesquelles elle gémit, le règne des gens de rien, l'avilissement de tout ordre, le mépris public que font de la nation ces vils champignons dominant dans les premières places, dont l'intérêt à tout décomposer, à la fin, à tout détruit. Prostitution, mélange, confusion, décomposition, pourrissement donc. Tels sont les termes clés de l'imaginaire saint-simonien qui lui servent à peindre régulièrement la logique du monde à l'envers Louis XIVien et qui trahissent le refus d'un certain devenir, d'une temporalité qui, en imposant le changement, est un vecteur de dégradation. Ici, l'image des champignons, qui vient à proprement parler désigner les gens de rien qui se sont élevés aux premières dignités, décrit aussi une certaine image de la modernité qui serait sans racines, sans origine, et qui, poussant ex nihilo, advient, apparaît dans le temps pour conduire à la décomposition de la tradition. Loin donc d'une vision du temps perçue comme temps de croissance, et je reprends cette expression à Marc Fumaroli, temps perçu comme temps de croissance et vecteur de progrès, le temps saint-simonien est celui d'une perte, d'une dissociation lente d'avec l'origine sacrée ou pensée sacrée. Saint-Simon oppose aux effets corrupteurs du temps le culte d'une tradition qui, arrachée au temps, fait barrage à l'histoire et au changement qu'elle impose. En postulant que la vérité est toujours située dans un passé plus ou moins lointain, édénique, qui le couronne du sceau de son autorité, Saint-Simon sacralise la tradition qui, pensée comme transmission continue depuis les origines, emprisonne le temps dans un rêve d'éternité. Les mémoires se revendiquent ainsi fréquemment pour prouver la vérité des usages, des ordres sociaux, de l'idée de continuité et d'ancienneté exprimée par le terme d'antiquité. Saint-Simon évoque par exemple, pour justifier la sacralité de la pairie, l'antiquité de la fonction des pairs, non interrompue jusqu'à présent, ou l'antiquité transmise jusqu'à nous de cette dignité. Le temps peut donc être positif quand il est vecteur de stabilité, de permanence, quand il préserve la vérité sous la forme d'une tradition immuable qu'il reçoit en héritage pour la transmettre de main en main, c'est une expression qu'utilise fréquemment Saint-Simon, avec fidélité. À l'Antiquité s'oppose bien évidemment la nouveauté, synonyme de fausseté, d'erreur et de changement.
Saint-Simon est conscient de l'émergence d'une temporalité qui valorise au XVIIIe siècle le changement et la transformation, et il sait que la nouveauté constitue désormais pour certains de ses contemporains une valeur qu'il ne cesse de combattre. Ce qui est nouveau trahit la tradition en la défigurant et en l'obscurcissant. C'est bien ce que reproche Saint-Simon aux membres du Parlement. En prétendant s'élever, ils entendent, dit-il, s'éloigner de leur nature originelle, de leur source et de leur état primitif, c'est-à-dire changer, évoluer, devenir autre, ce qui, dans la pensée saint-simonienne, peut paraître inenvisageable tant le temps, comme les êtres, répond à une fiction d'éternité. C'est pourquoi la tradition s'oppose aux usages modernes, parce qu'ils tentent de détruire, à ses yeux, la nature essentielle des choses et leur vérité. Saint-Simon pense la vérité sur le modèle, en fait, de la vérité chrétienne, en un mélange confus d'origine, de tradition et d'immutabilité. C'est cette conception qui explique sa rencontre intellectuelle, par exemple avec Port-Royal, perçue comme le refuge de la vérité de l'antiquité du christianisme et un lieu de fidélité à Saint-Augustin. Port-Royal symbolise un espace de sainteté et de pureté, figé dans le temps, loin des évolutions et nouveautés molinistes, un lieu d'absolu tourné vers les origines des premiers siècles et dépositaire de la tradition. C'est cette même conception de la vérité et de la tradition qui explique sa proximité avec le monde gallican et par exemple son refus du dogme de l'infaillibilité pontificale. Pour refuser comme une nouveauté les prétentions de Rome sur ce sujet, Saint-Simon en appelle, je cite, à la doctrine que les évêques ont reçue de main en main des apôtres. Saint-Simon, en recherchant la vérité par un retour aux sources, se montre héritier d'une longue culture gallicane, attentive au passé, et c'est ce qui explique fondamentalement les enjeux de sa lutte contre la bulle unigenitus, qui n'est à ses yeux qu'un tissu de nouveauté. Dès lors, comme le souligne Jean-Marie Goulmaud, la perfection, je cite, n'est pas une fin à atteindre qui se dresserait à l'horizon de l'histoire, mais un passé à retrouver dans les lisières du temps. Cette pensée, comme le critique le rappelle, n'est évidemment pas propre à Saint-Simon, et il la partage par exemple avec Fénelon ou Boulainvilliers. Elle est aussi celle de l'âge classique, qui, en regrettant avec nostalgie le bonheur des origines, rêve d'un retour à l'âge d'or. Ce fantasme s'appuie sur le mythe d'un temps pensé comme réversible, qui se traduit concrètement dans les années 1710 par l'écriture de nombreux traités et projets politiques qui ont tous pour point commun de vouloir réformer le royaume par des projets de rétablissement. L'idée de réforme, Laurent Lemarchand l'a souligné dans une journée d'études à Versailles, ici même donc en 2010, garde chez Saint-Simon son sens ancien de restauration et n'a pas encore acquis son sens moderne d'innovation. Ainsi, la réforme, la restauration entendent nier l'histoire en voulant effacer le temps pour revenir à des formes originelles ou pensées originelles. En voulant abolir le temps, elle semble ne laisser aucune place au devenir et au processus historique. Alors, la temporalité des mémoires est-elle alors bloquée dans un rêve d'éternité nourri par la croyance en un retour possible au temps d'avant? C'est ce qu'il faut, je pense, nuancer. Déjà parce que l'imaginaire de la souillure et de la contamination qui nourrit les déplorations politiques du mémorialiste, en pensant le changement comme une impureté à retrancher, est en tension avec l'idée même de retour. Rétablir suppose en effet de croire en la réversibilité de l'infection, et plus largement en un temps qui soit lui-même réversible. Or, les mémoires montrent combien la marche du temps paraît irrévocable, en tout cas après la mort du duc de Bourgogne. Quand le dauphin meurt en février 1712, avec l'abattement qui accompagne cette nouvelle, disparaît une partie des espoirs politiques de Saint-Simon. L'histoire se mue alors en catastrophe et malgré quelques victoires comme celle du lit de justice, tout bien à faire, nous dit-il, paraît impossible, laissant peu croire finalement à la possibilité d'un quelconque rétablissement. Le temps serait alors bloqué dans une forme de présentisme infernal, sans projection réelle vers l'avenir. Pourtant émerge par moments des pages les plus politiques des mémoires une autre conception de la temporalité, tournée non vers le ressassement incessant du passé, mais vers le futur de ce monde. C'est fondamentalement par son pragmatisme, ce que je voudrais vous montrer maintenant, que Saint-Simon rend à sa manière avec cette fiction d'éternité.
On est ainsi surpris de lire, à plusieurs reprises dans les mémoires, cette sentence « À chose faite, il n'y a plus de remède », qui semble, malgré son caractère convenu, contredire par son réalisme l'acharnement à apporter justement des remèdes aux choses faites, pour les abolir et revenir à un statu quo ante. C'est de ce pragmatisme dont fait par exemple preuve le mémorialiste en 1717, quand il est question de détruire Marly, jugé trop coûteux. Alors qu'il n'a eu de cesse de critiquer, je cite, ce repère de serpents et de charognes, de crapauds et de grenouilles, et d'en regretter la construction, imaginée par le despotisme du roi, Saint-Simon prend sa défense, et appelle le régent à la prudence. Par réalisme politique, tout d'abord, pour ne pas heurter la mémoire du roi défunt et donner des armes à ses ennemis, qui instrumentaliseraient en fait contre lui la mémoire de Louis XIV. Mais aussi au nom, finalement, d'un surprenant souci mémoriel qui trahit l'admiration du mémorialiste pour ce lieu, dit-il, unique en toute l'Europe en sa forme, unique encore par la beauté de ses fontaines, unique aussi par la réputation que celle du feu roi lui avait donnée. Se refusant à détruire ce symbole de la gloire Louis XIVienne, Saint-Simon comprend trop le sens symbolique de ce passé récent pour vouloir en effacer les traces et nier l'histoire, ce qui montre combien chez lui la politique exclut aussi tout esprit systématique qui ne réfléchirait pas dans le réel et donc dans le temps. De manière générale, Saint-Simon est aussi capable de prendre acte du passé, conscient que le retour en arrière s'avère parfois impossible, voire illusoire, car le temps a laissé des traces qui sont irréversibles. C'est ce qu'il montre au régent, par exemple, quand il s'oppose en 1716 au retour des Huguenots en France, chassés du royaume par la révocation de l'édit de Nantes. Alors que les pages qu'il consacre à cette révocation déploraient avec force la violence employée pour convertir les protestants au catholicisme, Saint-Simon n'en dissuade pas moins le duc d'Orléans de rappeler les Huguenots en France. Alors pourquoi ? Par raison d'État, par calcul politique, mais surtout parce qu'après avoir subi tant de violence, il paraît impensable à Saint-Simon que les Huguenots puissent être à nouveau des sujets comme les autres. Ils deviendraient, le pense-t-il, ennemis et contre le royaume. Tout en regrettant la révocation et son injustice, Saint-Simon montre qu'il est impossible de revenir en arrière sans mettre en danger le royaume. Il se montre ainsi capable de prendre acte du passé sans le ressasser. Le pragmatisme du duc et père le conduit avec lucidité à comprendre que nier le temps, en effacer les traces, est illusoire, puisque les conséquences de la révocation sont irréversibles. La politique ne se décide pas, dans cet extrait, il nous le montre, sur les seuls regrets du passé, mais elle doit s'adapter en permanence à la conjoncture. C'est donc à un sujet parfaitement inscrit dans le temps, capable d'épouser les évolutions de l'histoire, que nous confronte un tel passage des mémoires. La politique, telle que l'entend Saint-Simon, par son pragmatisme, implique ainsi une réelle prise en compte du futur. Le temps n'est donc pas banni des mémoires, bien au contraire. Se dessine en effet dans l'œuvre une temporalité résolument politique liée à la combativité et à l'agitation du mémorialiste qui n'est pas sans conséquence. Si Saint-Simon conseille par exemple au régent de punir les chefs de la conspiration de Célamare, particulièrement évidemment le duc et la duchesse du Maine, c'est au nom, dit-il, de la sûreté présente et future du royaume qui impose à la charité ses bornes et exceptions, charité qui de valeur absolue et immuable devient relative quand entre en jeu la conservation des États. Réfléchissant à l'avenir, mais à l'avenir tout immanent de ce monde, Saint-Simon enjoint même au duc d'Orléans de faire payer les enfants de la faute de leur père pour les empêcher, dit-il, de devenir coupables et ainsi leur ôter les ongles pour qu'ils ne puissent venger leur malheur domestique. Or, c'est cette autre conception du temps, ou plutôt cette inscription différente dans le temps, qui conduit à relativiser avec force la loi de charité. Contre le pardon chrétien des ennemis, la prise en compte du futur et de la sûreté de l'État. Contre l'absolu des idées, le relativisme des valeurs, car l'absolu n'est pas toujours compatible avec la temporalité politique des hommes. Alors, est-ce à dire que Saint-Simon accepterait l'évolution des lois, ici morales, donc le changement ou les nouveautés? Voici ce qu'il répond dans ses traités politiques. Il écrit que les lois, je cite, ne sont faites que pour la conservation des États,
et que pour cette raison, elles ne doivent pas changer. Mais parce qu'elles sont justement faites pour la conservation, elles doivent, ajoute-t-il, par ce même esprit, cesser et changer lorsque par la mutation des choses, elles ne protègent plus les États. Alors pour conclure, alors qu'on ne voit parfois chez Saint-Simon que son obsession pour le passé ou le rétablissement des structures d'antan, que sa fidélité à une tradition immuable, ces quelques exemples qui engagent une représentation de l'être dans le temps nous montrent un autre visage du mémorialiste, plus politique qu'idéaliste, qui engage par conséquent une représentation différente de la temporalité, qui, libérée des rêves d'absolu et d'éternité, est capable de prendre en compte les circonstances et les nécessités. Alors, le dynamisme auquel appelle l'action entre partiellement en conflit avec les fantasmes d'immutabilité de l'imaginaire saint-simonien. Certes, le processus historique reste dans l'ensemble celui d'une dégradation des origines. L'histoire va de mal en pis et tout bien à faire est impossible. Et la réforme politique s'imagine comme un retour, une rénovation et une abolition du temps qui a fait naître des nouveautés. Mais cette temporalité en apparence bloquée est aussi en tension avec l'appel au pragmatisme qui caractérise la politique dans les mémoires, qui réinscrit le sujet dans l'histoire et dans le temps, quitte à trahir au passage des principes pensés comme immuables et sacrés, voire même les origines. Je vous remercie.